Et bonjour et bienvenue à tous pour cette rencontre réseau 100% à distance. Donc, au menu du jour, les stratégies d'accueil qui sont à questionner, à réadapter dans ce contexte de déconfinement progressif qui s'annonce. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir répondu présent donc, pour cet après-midi. Ça montre que cette thématique est au cœur de vos questionnements. Il s'avère qu'on sera à peu près 200 sur ce Zoom et aussi en parallèle, une partie des interventions sont en direct live sur Facebook, sur la page Facebook de la MONA. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tout d'abord, l'équipe de la MONA envoie des remerciements à Céline G d'ADN Tourisme, à Élise Fabing d'Alchemist Avocat ou encore à Lucas Giraudot de William Terry Conseil qui ont répondu favorablement à notre sollicitation pour intervenir aujourd'hui. Donc, grand merci à vous. Un merci aussi bien chaleureux et un joli clin d'œil aux membres du réseau qui nous ont proposé leur aide pour apporter leur soutien sur l'animation et le rôle d'animateur, de rapporteur sur les ateliers qui auront lieu dans la suite de ce lancement. Et clin d'œil particulier aussi à l'équipe de la MONA qui a encore su faire preuve d'une bonne agilité ces derniers jours pour monter cette séquence à distance en quelques jours. Pour vous donner le cadre de cet après-midi, elle va se passer en deux temps. Le premier temps, c'est à peu près 45 minutes tous ensemble. Donc avec trois interventions. Celle de Jean-Luc qui va donc contextualiser un petit peu les réflexions qui sont en cours sur la réouverture des accueils. Il y aura dans la foulée Élise Fabing, alchimiste avocat, qui va nous éclairer sur les aspects réglementaires de ces ouvertures possibles des bureaux d'accueil et des bureaux d'information touristique. Puis Céline G donc d'ADN Tourisme sur le guide de bonne pratique qui est en cours de finalisation pour les adhérents d'ADN Tourisme. Ça, c'est le premier bloc sur lequel nous serons tous ensemble là sur le Zoom. Donc, vous pouvez notamment vous passer des petits coucous et poser des questions, interagir via le bloc de conversation. Et le deuxième temps, ce sera en sous-groupe dans des ateliers où vous êtes déjà préinscrits et vous retrouverez vos animateurs et vos rapporteurs pour une séquence de discussion et de partage sur des thématiques comme le maintien des services dans les bureaux d'info, les aspects sanitaires, la gestion de l'information, la relation client à distance ou encore les enjeux de la stratégie d'accueil hors les murs. Et enfin, un sixième groupe qui est sur l'implication des élus sur ces réflexions et sur ces décisions. Et donc, ce sous-groupe, ça durera à peu près 1 heure et quart au niveau de la deuxième séquence. Il n'y aura pas de restitution en live à l'issue de ça. On prendra le temps, avec les animateurs et les rapporteurs de chaque groupe, de pouvoir constituer une ressource, article ou plusieurs articles, ou même peut-être un autre web séminaire sur cette thématique, afin de vous partager le fruit des différentes réflexions et les différentes informations et questions qui auront été sorties de ces ateliers. Avant de passer la main à Jean-Luc, quelques mots sur les règles communes un petit peu à avoir, puisqu'on va être, comme on l'évoquait, on est près de 200 là sur ce Zoom. Coupez les micros, donc ça, nous, on va pouvoir le faire au fur et à mesure, mais surtout sur cette première partie en collectif. Vous êtes invité aussi, si ce n'est pas encore fait, de vous renommer en donnant votre prénom et votre nom, tout simplement en cliquant sur votre image. Vous avez la capacité de vous renommer tout simplement, ce sera plus facile pour vous donner la parole. Et enfin, en parallèle, on s'est organisé en interne et nous avons Mathilde de l'équipe de la MONA qui sera aussi là pour vous en vigie, pour vous prêter assistance s'il s'avère que vous perdez la connexion, que vous sortez de la salle et que vous n'arrivez pas à revenir. Il va y avoir son numéro de téléphone que Sophie va glisser dans la conversation et comme ça, vous pourrez avoir une assistance tout au long de la partie commune ou des moments en sous-groupe s'il s'avère que vous n'êtes pas affecté au bon groupe ou autre. Sans plus attendre, Jean-Luc, je te laisse la parole, puisque là, il va y avoir un bon morceau d'introduction avec Jean-Luc, Élise et Céline, et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, merci JB. J'espère qu'on m'entend. Je ne sais pas si j'ai mon micro ou pas. Oui, j'ai mon micro, donc c'est bon, ça marche. On va demander à tout le monde, sinon, de couper son micro pour qu'on s'entende bien. Je pense que ce sera le plus assez essentiel. Et on va donc partir sur cette petite introduction.
La question qu'on avait, c'est est-ce qu'il faut vraiment réouvrir nos bureaux d'accueil? Ça a donné lieu à un article que j'ai fait il y a quelques jours sur le blog itourisme.info et où je posais cette question. Est-ce qu'il faut finalement réouvrir les bureaux d'accueil? Alors, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? C'est que en période Covid, ça va être un peu compliqué parce qu'on aura une demande et une offre qui seront finalement très différentes que d'habitude, très différentes des années passées. Pourquoi on peut ouvrir comme d'habitude? Est-ce qu'on peut accueillir différemment en mettant l'humain en avant? C'est quatre autres chantiers qui sont mobilisateurs. Donc, du coup, où est-ce qu'on en est entre tourisme et Covid? Je vais repartir un tout petit peu sur la crise parce qu'il y a une année qui est totalement imprévisible pour un point particulier, c'est qu'on ne connaît ni l'offre ni la demande. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas quelle offre touristique on aura cet été pendant la saison puisqu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui pourra être réouvert et dans quelles conditions. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi on, on aurait la demande, on ne la connaît pas non plus, parce qu'on ne sait pas comment les clientèles vont se comporter. Donc le challenge de cette crise, c'est finalement de s'adapter à des problèmes qu'on ne connaît pas encore, parce qu'ils vont arriver, ils vont intervenir tout au long de la saison. Donc, il y a un scénario avec des séquences qu'on peut imaginer. Moi, il y a 5 séquences que j'ai vues jusqu'à présent, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais toutes les semaines, très régulièrement, on a l'impression que ça change. La première séquence, ça a été l'arrêt de la machine. On était le 16 mars, tout s'est arrêté d'un coup. Ça a été une certaine stupeur. Et puis, très vite, on est allé à la deuxième séquence, c'est de dire comment on va s'en sortir. Et la principale question à la fois des offices de tourisme, mais également de vos entreprises touristiques sur vos territoires a été de dire mais comment on va s'en sortir, comment il peut y avoir des aides. Et donc, on a eu pendant 3 semaines tout ce travail à décrypter, l'activité partielle, le fonds de solidarité, les ordonnances, etc. etc. La troisième séquence qu'on est toujours en train de vivre, c'est qu'on a zéro visibilité. En gros, on sait que lundi prochain, il va y avoir un déconfinement partiel, mais rien pour le tourisme. On sait que un certain nombre d'activités vont pouvoir réouvrir, mais pas de plage, pas de bar, pas de restaurant, pas forcément de location saisonnière sur le littoral, l'état d'urgence sanitaire étant reconduit. Donc, du coup, la question qui se pose, c'est la séquence quand est-ce qu'on va réussir à y arriver. En parallèlement, il y a l'adaptation sanitaire. Donc là, petit à petit, il y a toutes les fiches métiers qui sortent, les conseils, on va en parler cet après-midi pour nos bureaux d'information touristique, avec le guide pratique d'ADN. Là, l'offre va commencer à exister, puisqu'on va se dire mais comment on remet en route la machine. Je suis par exemple un restaurant, mais je vais avoir moitié moins de place. Je suis une école de surf, mais je n'aurai jamais 8 personnes dans le minibus pour aller à la plage. Et donc, on va réellement commencer à savoir ce qui va pouvoir exister. L'étape d'après, qui va intervenir tout le long du mois de juin, selon moi, ça va être mai et juin, ça va être le redesign de l'offre. C'est-à-dire, en fait, on va être, les visiteurs qui vont venir chez nous, ils vont être un peu en liberté surveillée. Vous vous rendez compte, en vacances, dans vos territoires, avec des masques, des queues, des interdictions, des limitations, etc. Comment on arrive à ce qu'on réenchante un peu ces moments compliqués en expérience positive? Comment on réunit un ensemble de prestataires et comment nous-mêmes, on se pose la question à l'intérieur de nos offices de tourisme, comment on peut réenchanter les choses, comment on peut aller sur une expérience qui soit plus sympa pour le visiteur. C'est vraiment pas évident comme challenge, mais il y a des solutions, il y a des territoires qui commencent à faire des séances de créativité. JB en a accompagné déjà pour pouvoir réfléchir à OK, on ne peut pas ouvrir les cabanes ostréicoles, mais comment on va pouvoir livrer des huîtres malgré tout aux visiteurs. OK, la location de vélo avec désinfection des selles entre chaque client, c'est pas simple, mais comment on essaie de le faire de façon plus cool. Donc, du coup, là, ça va être cette 5e séquence. Et puis après, il va y avoir la saison et la pré-saison.
La deuxième question, c'est comment les clients vont se comporter. Et là, c'est une grande inconnue encore, même si on voit certaines tendances qui arrivent. Il y a la réaction qu'on va avoir par rapport au déconfinement dont on sait, je vous rappelle, qu'il est progressif. Est-ce que les clients vont se précipiter? Comme les plages ne sont pas ouvertes, pas forcément partout, est-ce qu'ils vont rester en famille? Ou bien est-ce que justement, ils vont essayer coûte que coûte de se séparer des enfants, ne pouvant plus de 8 semaines de confinement à faire les professeurs des écoles? Est-ce qu'ils vont consommer? Est-ce qu'ils vont être frileux? Est-ce qu'ils vont réserver? Quelle garantie d'annulation ils vont demander? Tout ça, ce sont encore des questions. On peut imaginer que les études qui sortent, même si c'est toujours compliqué de se fier à des études qui sont faites pendant le confinement, mais malgré tout, on sait que le client, il va dire « je voudrais être certain de la sécurité sanitaire, de la prestation que je réserve, je veux être rassuré sur ce que je peux faire et sur ce que je dois faire, et malgré tout, je veux penser à un moment agréable ». Ce qui veut dire qu'on sait qu'il y aura un besoin de sécurité sanitaire et un besoin de rassurance, et que là, en termes d'accueil et d'information, il y a un rôle vraiment essentiel à jouer de la part de tous les offices de tourisme de notre région. Il y aura 3 attitudes, quelque part, qu'imagine Pierre Bellerose, qui est le vice-président de Tourisme Montréal au Québec, et qui me disait l'autre jour, en fait, je vois 3 catégories de clients, les anxieux, les prudents et les gourmands. Les anxieux, pour lui, ce sont ceux qui auront vraiment une angoisse du Covid et de la possibilité d'être contaminés et qui, du coup, iront jusqu'à passer un été sans vacances ou alors dans des zones vraiment super tranquilles. Les prudents qui vont attendre un peu avant de repartir, et puis les gourmands qui, malgré tout, ont trop envie d'aller boire un verre de rosé en terrasse et qui, dès que ce sera possible d'aller revoir la mer, d'aller revoir les lieux touristiques, seront dehors. Je trouve que cette analyse est finalement relativement intéressante. Et puis, on sait aussi qu'il y aura un besoin de médiation sociale sur les zones les plus touristiques. Le GIP Littoral est en train de travailler sur comment on va aménager les plages, et toutes les agglomérations, les communautés de communes s'attendent à ce qu'il y ait un besoin de recrutement supplémentaire de saisonniers pour pouvoir aller sur les plages pour faire de la médiation sociale. Mais ça va être la même chose dans un plus beau village de France, dans un site exceptionnel, que ce soit Sarlat, Rocamadour, etc., sur les sites majeurs de notre région, il va y avoir à un moment des flux importants et il y aura ce besoin de médiation sociale. Alors ne confondons pas, médiation sociale, ce n'est pas uniquement faire le gendarme, mais c'est aussi présenter, rassurer, informer sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et là encore, je pense que les offices de tourisme seront mis en contribution. Dans tous les cas, même s'ils ne sont pas mis en contribution, il me semble que le service public de l'accueil doit s'exprimer déjà ici, dans le sens où j'accueille des visiteurs sur une destination dans des conditions extrêmement particulières. Il faut que je sois en capacité de les informer et de faire que ça se passe au mieux en termes de gestion des flux. Alors, la question, est-ce que lundi, on réouvre tous les bureaux d'information touristique? Et c'est la question que je posais dans mon article. Alors, certes, il y a une forte demande de la part des élus et puis de certains prestataires qui disent il y a un symbole, c'est le phare dans la tempête, l'office de tourisme. Si on réouvre le bureau d'information touristique, ça veut dire que la saison est repartie. Et donc, on sent qu'il peut y avoir vraiment une attente forte de la part des prestataires. Et je pense que c'est souvent le langage qui est communiqué par les élus ou par les collectivités. On en parlera dans l'atelier sur les élus animé par JB tout à l'heure. Alors, on peut réouvrir, mais les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va réouvrir même s'il n'y a pas de visiteurs? Alors, il y a des endroits, évidemment, il y aura du monde, mais il y a d'autres endroits où on a des bureaux d'information touristique qui ouvrent après Pâques, mais qui font 1200 visiteurs à l'année. Ce n'est pas évident qu'ils aient grand monde cet été, même dès le mois de juin. L'autre question, est-ce que les visiteurs qui vont faire la queue au supermarché, à la boulangerie, ils auront envie de faire la queue en plus à l'office de tourisme, même si ça leur permet de rencontrer du monde? On peut se poser la question, je n'ai pas la réponse. Peut-être que l'envie de contact sera tellement forte qu'ils le feront.
Et puis, c'est la façon dont on accueille. Est-ce qu'après des années où on a essayé de casser les barrières, d'enlever les comptoirs, de mettre des salons super sympas, on va accueillir avec des barrières et du plexiglas uniquement? Est-ce qu'on va accueillir sans documentation ou avec que de la documentation affichée mais pas de libre-service? Est-ce qu'on va supprimer les fontaines à eau, le coin enfant, la boutique qui sera pas forcément dégradée parce qu'on n'aura pas tout, un sens de circulation à l'intérieur? C'est quand même une façon d'accueillir qui va être super supplémentaire, super différente. Donc pour moi, il est temps de se dire qu'on va pouvoir, pendant cette saison, accueillir différemment. Et là, ça reprend un peu l'ensemble des points qu'on va voir dans les ateliers. Le premier point, et là on est vraiment dans le SADI, c'est de revoir le mode d'ouverture. C'est-à-dire que pour beaucoup de territoires, bataillent depuis longtemps sur le fait de fermer un certain nombre de bureaux d'information touristique avec un argument qui vient du SADI. Le SADI, c'est quoi? Ce schéma d'accueil et diffusion de l'information était de dire il faut informer les visiteurs là où ils se trouvent et bien les informer pour qu'ils consomment bien sur le territoire. Et donc, pas forcément là où ils ne viennent pas. S'ils ne viennent pas dans un bureau d'information touristique, ce n'est pas forcément la peine de les accueillir. Le SADI post-confinement, c'est la même chose. Il faut accueillir et informer les visiteurs là où ils se trouvent avec le meilleur moyen pour arriver à les toucher, pour les sécuriser et qu'ils gardent un bon souvenir de la destination et que malgré tout, ils consomment. Donc, on est toujours dans le cadre d'un SADI. Donc, dans le cadre d'un SADI, la première des choses qu'on fait, c'est essayer de regarder l'implantation et le maillage territorial en termes de bureaux d'information touristique. Et donc, peut-être que c'est l'occasion cet été de ne pas ouvrir tous les bureaux d'information touristique. C'est peut-être l'occasion aussi d'adapter les modes d'ouverture. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser fermer l'ensemble des accueils touristiques. D'ailleurs, ce serait inimaginable que dans des stations balnéaires, sur des lieux à forte fréquentation, il n'y ait pas, comme toutes les autres activités touristiques, un bureau d'information touristique. Par contre, il y a peut-être des façons pour réouvrir de façon différente, adapter les horaires, être souple aussi, pas forcément garder les mêmes horaires tout le temps, mais voir comment ça se passe, être plus présent peut-être les week-ends que la semaine, etc. Donc il y a sans doute des choses à faire. Alors, le deuxième enjeu, et moi j'attends beaucoup de l'atelier numéro 2 sur l'aménagement des BIT, parce qu'il y a vraiment une vraie question à être imaginatif. Comment on peut garder une expérience positive d'accueil sans être forcément fermé totalement, sans barrière ni plexi, et garder une expérience humaine positive. Alors, j'ai déjà vu des idées, l'idée de dire, un collègue du nord de la France disait, nous, on va garder notre office de tourisme sans barrière, et du coup, on va faire de l'accueil, mais simplement avec 1 mètre de distance par rapport aux visiteurs. D'autres qui disent, mais pourquoi on ne ferait pas de l'accueil à l'extérieur? Mais pour le moment, il est évident que ce n'est pas simple à se dire comment on peut réaménager de manière à ce que ce soit une expérience positive. Et là, c'est vraiment l'intelligence collective qui va prévaloir. Et pour qu'on n'assiste pas cet été avec des locaux d'accueil qui soient uniquement des barrières et du plexiglas et des sens de circulation, mais pour que ça ressemble à un lieu convivial et humain. Il va y avoir d'autres questions dont on va parler tout à l'heure. Ça va être quelle gestion de la documentation, puisqu'en fait, on va être un peu comme dans les librairies, où les librairies ne laissent plus d'ouvrages à consulter. On peut imaginer qu'en termes d'hygiène, on ne va pas forcément laisser toute la documentation à consulter, mais d'un autre côté, la documentation, notamment les activités de loisirs ou les sites de visite, c'est quelque chose qui est important parce que c'est un moyen de diffusion de l'information, donc il y a une vraie question. Question aussi sur la gestion de la boutique. Il y a un office de tourisme, le même, du Nord, qui m'expliquait qu'ils allaient faire du click and collect, c'est-à-dire achat en ligne sur le site de l'office de tourisme, et on vient chercher à l'office de tourisme l'ensemble des objets qu'on a commandés. Comment on gère les espaces de convivialité, là aussi, il y a des nouvelles choses à inventer. Et je pense que là, les 2 ateliers 1 et 2 vont encore pouvoir travailler beaucoup sur ce sujet. Le troisième point, ça va être comment on a une présence de l'office de tourisme sur le terrain.
et ça, c'est vraiment extrêmement important, comment l'Office de tourisme va être hors les murs. Alors, on en parlera tout à l'heure, puisque le guide pratique d'ADN ne recommande pas forcément d'utiliser les offices de tourisme mobiles. Moi, je le formulerai différemment. Il faudra être présent de façon très identifiée sur le terrain. Est-ce qu'on se sert de son office mobile habituel, s'il est aux normes ou pas? Mais on peut être aussi à pied, on peut être par d'autres moyens. Mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, il y aura ce besoin de médiation sociale qui sera important. Ça pose beaucoup de questions parce que ce n'est pas forcément au personnel d'accueil de faire le gendarme, c'est sûr. Mais par contre, on ne demande pas forcément que de faire le gendarme, mais simplement d'informer sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. En plus de contrôler si tout visiteur respecte bien la distanciation sociale, il y aura un besoin juste de le rassurer, mais également de rassurer les prestataires et les commerçants qui ouvriront les commerces et qui verront sans doute d'un bon oeil qu'il y a une équipe de l'Office de tourisme que moi j'imagine très identifiée. Alors la photo que j'ai mise, c'est une identification un peu spéciale, mais je passe plutôt à des blousons, des choses comme ça qui permettent que vraiment on comprenne que c'est une équipe d'information touristique et qui est vraiment là sur le devant de la scène. Et pour moi, je suis persuadé que la reconnaissance de l'Office de tourisme, elle passe aussi par cet aspect-là, le fait que le service public local du tourisme soit en première ligne. Parce qu'on a à gérer cette situation-là, et je pense que l'Office du tourisme sort de son local, va au devant des clientèles et au devant des prestataires et des habitants. Je pense que c'est un vrai signe qu'on a un outil sur le territoire qui permet de gérer cet accueil. Il va falloir innover dans les pratiques d'accueil, de l'accueil sur rendez-vous, de l'accueil en visio, c'est l'Office d'Albi qui… non, c'est l'accueil sur rendez-vous, c'est l'Office d'Albi. Il y en a d'autres qui imaginent de l'accueil en visio. Le prestataire peut donner l'information et puis on peut faire une visio avec un conseiller en séjour. Je pense qu'on a bien l'habitude de faire des visios maintenant, ça peut être pas mal. La boutique en ligne avec retrait à l'Office de tourisme, je l'ai dit tout à l'heure, donc on a un certain nombre de pratiques d'accueil qui peuvent être innovantes et j'espère que cet après-midi, on va pouvoir aller beaucoup plus loin là-dedans. Mais ce n'est pas forcément tout, parce que je pense qu'en plus de ces pratiques d'accueil de SADI, c'est aussi d'autres chantiers, et d'autres chantiers qui vont nous mobiliser pendant longtemps et qui vont nous mobiliser pendant la saison. Donc, pour arriver à assurer ces chantiers, peut-être que l'organisation d'un SADI permet de réaffecter du personnel et que tous les conseillers en séjour ne soient pas forcément cet été consacrés à l'accueil touristique, mais qu'on puisse essayer de se réorganiser pour se consacrer à d'autres missions. La première mission, et dont on va parler cet après-midi, ça va être d'être le champion de l'information officielle à jour. Là, vous avez la carte interactive du Seignan. Beaucoup d'entre vous ont commencé pendant le confinement à mettre à jour une information officielle. Les systèmes d'information touristique comme Sirtaki a mis des champs supplémentaires. Pourquoi? Parce que les habitants simplement voulaient savoir qu'est-ce qui était ouvert en termes de commerce, qu'est-ce qu'on pouvait aller voir en termes de secours, etc. Cet été, pour cette saison, les visiteurs, ils auront besoin de cette information nouvelle. Pourquoi? Parce que votre guide d'accueil, même si vous l'avez déjà sorti, ne sera pas forcément à jour. Et donc, il faudra aller collecter au fur et à mesure. Est-ce que l'escalade arbre est ouverte? Est-ce qu'on peut faire du kayak? Quoi de neuf à l'école de surf? Une nouvelle animation pour 20 personnes qui vont de sortir. Et donc, qui c'est qui peut être le mieux placé pour être le champion de l'information officielle, si ce n'est l'Office de tourisme? Et donc, là-dessus, il faut mettre des moyens pour dire, mais on continue à informer les habitants permanents ou temporaires qui puissent, de cette façon, venir chercher l'information et bénéficier de l'information de l'Office de tourisme. Ensuite, il faudra utiliser les canaux numériques pour diffuser. Alors, c'est vrai, quand j'ai fait mon article, il y a eu pas mal de remarques sur oui, on revient au numérique alors que l'accueil humain, c'est tellement bien, etc. Mais franchement, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement pour regarder ce qui se passait dans votre environnement proche, dans votre village ou dans votre ville? Vous avez regardé sur la page Facebook de la mairie ou sur la page Facebook de l'Office de tourisme pour voir ce qu'il y avait à faire. Ça va être la même chose. Le confinement a accéléré les usages digitaux. Même les boomers et les seniors se sont mis à regarder de l'information, surtout sur les réseaux sociaux.
les visiteurs qui seront sur nos destinations cet été seront des visiteurs connectés. Donc, on a vraiment intérêt à ce qu'on puisse les renseigner de façon numérique. Et je pense que ça va être l'année des messageries d'Office du tourisme. Là, je vous ai mis celle de Cahors, qui permet sur son site internet, sa page Facebook, de pouvoir répondre aux questions des visiteurs par Messenger. Peut-être que c'est aussi l'occasion d'expérimenter avec les conseillers en séjour volontaire des heures et des plages d'ouverture qui soient beaucoup plus importantes, c'est-à-dire pourquoi on ne fait pas un accueil Messenger de 8h du matin à 22h, 7 jours sur 7, en se divisant ce travail d'accueil à la maison. Je pense que c'est quelque chose à tenter parce que le futur de la relation client passera aussi par là. Et donc, du coup, ne ratons pas cette phase d'information numérique, qui peut être aussi une information numérique sur le site internet, bien sûr, mais les réseaux sociaux vont être tout à fait importants. Et puis, il y a deux autres chantiers qu'il va falloir continuer. Ça va être l'appui aux entreprises touristiques, ce que vous avez déjà commencé, mais c'est vrai qu'être présent avec les professionnels pour les rassurer, pour leur donner toujours de l'information, ça va être quelque chose d'absolument essentiel de soutien aux entreprises touristiques. Donc, si tous les conseillers en séjour qui étaient en contact avec les entreprises touristiques reviennent à l'accueil, on aura moins de contact avec les sociopros, et je pense là que ce serait une erreur. Et puis, vous aurez toujours ce rôle, et je vais m'arrêter là, d'être au cœur de la solidarité locale. Ici, c'est ce que l'Office du tourisme du Pays Basque a lancé cette semaine, un site Solidarité Restaurant Pays Basque où on peut déjà acheter et précommander des cartes cadeaux pour ensuite aller les consommer dans les restaurants du Pays Basque. Ces initiatives de solidarité, elles doivent être coordonnées et je pense que l'Office de tourisme est un acteur essentiel. Donc tout ça, ça fait d'autres chantiers, l'information, le messenger et le numérique, l'appui aux entreprises, la solidarité locale, qui vont mobiliser du monde. C'est pour ça que la stratégie d'accueil, je la trouve totalement globale, et c'est pour ça qu'avec les collègues de la MONA, on a décidé de parler de SADI post-confinement, parce qu'on est vraiment dans un schéma d'accueil, de diffusion de l'information. C'est vraiment le SADI qu'on a à construire rapidement et de façon totalement innovante. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc pour ce bon cadrage de démarrage de cet après-midi ensemble. Donc, en effet, une stratégie globale, accueillir différemment, réutiliser des choses qui ont été déjà mises en place, mais les réadapter, voir l'opportunité d'enclencher des nouvelles étapes à vos stratégies d'accueil. Tu évoquais notamment la partie à distance, l'amplitude d'informations qui peut être faite, et puis ces 4 orientations de chantier pour toujours avoir cette action proactive vis-à-vis des habitants, des voyageurs, des élus, mais aussi des prestataires touristiques. Élise, je te passe la main pour la deuxième partie de ce lancement collectif sur justement au niveau des ouvertures des bureaux d'accueil au public cette fois-ci et de nous éclairer sur les implications réglementaires des dernières annonces. Alors, il n'y a rien dans les textes qui indique que les offices de tourisme, pour l'instant, vont pouvoir réellement ouvrir. Pour l'instant, on a eu un premier arrêté qui interdisait l'ouverture clairement des offices de tourisme. Ensuite, on a eu un décret qui ne visait pas les offices de tourisme, donc qui pouvait laisser penser que la réouverture était possible. Mais comme on avait un premier arrêté, on était un peu perdu et puis ça semblait quand même pas très logique. Là, on a des annonces gouvernementales. Moi, je pense que les offices vont pouvoir ouvrir, mais encore une fois, on attend des précisions législatives. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien. On a un guide du confinement qui est sorti ce week-end avec plein de mesures sanitaires, mais qui n'ont pas de valeur normative. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas opposables réellement. Néanmoins, ouvrir les bureaux d'accueil et les offices de tourisme, ça implique plusieurs choses et des responsabilités que je vais évoquer pour que vous compreniez un petit peu le cadre. Mais pour plus de détails, je vous invite à consulter le web séminaire qui va avoir lieu jeudi pour Gironde de tourisme, dans lequel on va vraiment détailler ces points. Parce que l'office de tourisme qui réouvre, ça pose deux questions de responsabilité. La responsabilité par rapport
Et puis, l'accueil, elle est quand même très complexe à mettre en œuvre pour une personne qui dirait avoir été contaminée par le Covid en allant visiter l'Office du tourisme. Parce qu'il y a quand même la nécessité d'établir un lien de causalité qui me semble vraiment compliqué à prouver. Lise, Oui. excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Est-ce que c'est Oui. possible pour que tu gagnes un peu de bande passante parce que c'est un peu haché ton son? Est-ce que tu peux couper Ah, au moins ta vidéo? bien sûr, bien Merci. sûr. Alors, attends, hop. C'est bon, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ok. Donc, c'est vrai que cette responsabilité par rapport au public, à recevoir du public et à l'accueil, elle me semble très compliquée à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas pour ça que je suis vraiment inquiète. Il faudrait quand même que la personne qui dirait avoir été contaminée par le Covid en allant visiter, en allant prendre des renseignements à l'Office de tourisme, être accueillie à l'Office de tourisme, prouve de un que l'Office de tourisme n'a pas tout mis en œuvre pour assurer sa santé et sa sécurité au cours de sa visite. Donc, ça implique un constat d'huissier, hein, concrètement. Et puis ensuite, qui prouve le lien entre sa contamination et sa visite à l'Office de tourisme. Il y en a une qui est beaucoup plus importante, néanmoins, c'est la responsabilité par rapport à la personne qui va acheter une prestation chez vous. Vous gardez une obligation de résultat dérogatoire du droit commun d'agent de voyage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument sécuriser vos contrats avec vos prestataires, faire des avenants à vos contrats Presta dans lesquels vous indiquez que est une condition substantielle de votre engagement et de ce contrat le respect des normes sanitaires en vigueur. Et comme elles n'ont pas de valeur normative, il faut les lister. Mais je pense que vous aurez quelques éclairages après dans l'atelier qui suivra. Donc, ça, c'est hyper important pour que, si jamais on vous attaquait en responsabilité sur une prestation de voyage, que vous puissiez avoir une action récursoire possible, ouverte, contre votre prestataire, parce que sinon, c'est vous qui allez endosser toute la responsabilité. Donc, vraiment, faites attention à vos contrats en cette période. Alors, il y a ensuite une responsabilité qui est extrêmement importante et beaucoup plus préoccupante, c'est celle vis-à-vis de vos salariés. Comment on fait quand on est employeur pour rouvrir en temps de Covid? Le gouvernement a demandé qu'à partir du 11 mai, pendant au moins 3 semaines, le télétravail soit privilégié. Parce que j'ai beaucoup de structures d'office qui me disent « mais moi, mes salariés, ils veulent revenir, ils n'en peuvent plus d'être chez eux, c'est l'enfer, ils demandent à revenir, ce n'est pas moi qui l'impose, ils pourraient télétravailler. » Donc, voilà, là, il faut absolument mettre ces gens-là en télétravail. On ne peut pas prendre le risque, selon moi, de rouvrir le bureau pour un salarié qui pourrait être en télétravail. Il y a quand même des risques contentieux extrêmement importants. L'Office de tourisme employeur et la structure employeur a une obligation quasiment de résultat sur la protection de son salarié, sur le plan de sa santé et de sa sécurité. Donc, il est ultra, ultra important de privilégier le télétravail quand c'est possible. Pour les postes pour lesquels le télétravail est impossible, ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question de réaménagement, comme tu l'as dit, Jean-Luc, et comme ça va être développé dans le cadre d'un atelier tout à l'heure. Il faut, bien sûr, les 4 mètres carrés, respecter tout ce qui a été demandé par la voie de ce guide de déconfinement. Et il faut vraiment mettre en place des mesures ultra intenses. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Il y a le document unique d'évaluation des risques à mettre à jour. Il y a un plan de continuité d'activité à mettre en place. Il y a une note à annexer au règlement intérieur pour rendre toutes les mesures opposables à vos salariés. Il faut aussi nommer un référent Covid, parce que ça peut être vraiment un bon instrument de prévention des contentieux. Donc, faites attention à ça. Utilisez, si vous l'avez, le CSE, les élus, la médecine du travail qui change de rôle pendant cette période. Donc, allez-y à fond sur les sollicitations de la médecine du travail, sur les questions à leur poser, leur demander si votre plan de continuité d'activité leur convient, si l'évaluation du document unique
est pertinente. Et après, on peut aussi préconiser un accord d'entreprise de reprise d'activité pour que tout ça soit absolument incontestable d'un point de vue de la valeur probante. Et il y a quelque chose que je vous recommande aussi. J'aurai l'occasion de le développer plus dans les web-séminaires sur ces sujets-là très précis. C'est vraiment le constat d'huissier avant de reprendre. Le constat d'huissier avant de reprendre, pourquoi? Parce que vous aurez une pièce qui prouvera que vous avez tout mis en place pour accueillir vos salariés, respecter leur santé, leur sécurité au travail. Et attention, je vois des contentieux qui explosent en ce moment en matière de risques psychosociaux. C'est ultra important de prendre soin de vos salariés. Cette période de confinement, de reprise d'activité peut être extrêmement anxiogène. Et l'obligation de résultats en matière de santé, sécurité au travail, elle vaut aussi pour tout ce qui est maladie mentale. Donc, c'est à vous d'être ultra attentif à ça, au bien-être de vos salariés. Et c'est pour ça que sur les web-séminaires, sur la reprise de l'activité, je vais intervenir aussi avec une spécialiste du management pour vous donner quelques clés aussi pour sécuriser vos équipes, que vous repreniez en présentiel ou non. Parce que c'est un vrai choix de chef d'entreprise qu'il faut assumer au niveau de la charge de travail que ça implique, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de directeurs qui me disent « Mais Élise, je n'ai pas le temps de faire tout ça, il y a énormément de choses à faire ». C'est vrai, mais vraiment, on va assister à une explosion des contentieux sur les risques psychosociaux avec cette période de confinement, donc je vous invite à y être extrêmement attentif. Voilà pour le teasing des autres web-séminaires. Je crois qu'il y a il y a une question d'Emmanuel, mais peut-être Emmanuel qu'on pourra y répondre à Gironde Tourisme, au web-sém de Gironde Tourisme, je ne sais pas. Ouais, je crois qu'on est un peu... Je l'ai noté, Élise, l'idée là, en effet, à 200 en question-réponse, on ne va pas pouvoir le rentrer, mais en effet, on prend en date donc, de ce web séminaire plus spécifique sur les aspects réglementaires de l'ouverture, jeudi 7 mai. On va en faire le relais, bien sûr, dans la communication de la MONA. Jean-Luc, tu voulais... Oui, juste une précision. Jeudi 7 mai, ce sera avec les collègues de la Gironde. Le websem sera enregistré et du coup, on le rediffusera. Il sera disponible en replay en suivant, donc à partir de vendredi, enfin à partir de lundi plutôt, puisque vendredi, c'est fermé. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu en partenariat avec l'ADT de la Gironde. Voilà, ça enrichira du coup, le centre de ressources sur ces sujets-là qu'on va mettre à jour au fur et à mesure. Merci beaucoup pour l'éclairage. Élise, Céline de ADN Tourisme, on te laisse la main pour nous présenter le projet en cours de finalisation sur le guide de bonne pratique en vue de la réouverture de la stratégie d'accueil. Tu peux brancher ton micro et je coupe le mien. Là, j'ai remis mon micro, j'ai remis ma caméra également, donc je serais peut-être amenée à couper la caméra si jamais le son était mauvais. N'hésitez pas à me le dire sur les messages. Est-ce que, Jean-Baptiste, si tu peux lancer le support PowerPoint ou pas? Ça y est, c'est parti. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Déjà, de toute façon, pour débuter, un très, très grand merci à la MONA, à toute l'équipe, pour m'avoir conviée à cette réunion, à ces ateliers. Malheureusement, je ne pourrais pas participer au-delà de 15 heures, mais voilà, sachez que je suis ravie d'être parmi vous et professionnellement parlant, si je puis dire, puis vous me donnez aussi l'occasion, à titre plus personnel, de me rapprocher du Sud-Ouest qui me manque. Donc voilà, c'est parfait pour moi. Au moins, je sais que par écran interposé, je suis avec vous. Donc voilà, vous représentez brièvement, donc en quelques slides, ce qui est un petit peu guidé ADN Tourisme, donc votre fédération, pour initier un groupe de travail et un guide de bonne pratique et une charte. En tant que fédération donc représentative de la filière, Office de tourisme, CDT, ADT, CRT, on est un peu à l'interface, c'est-à-dire interface entre les pouvoirs publics, l'État, les autres fédérations représentatives, les autres acteurs, mais également vous, tout le réseau de nos adhérents, tous les partenaires. Donc, on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était effectivement une demande forte de l'État qui a laissé l'initiative, si je puis dire, à chaque filière du secteur touristique de proposer, filière par filière, les modalités qui allaient garantir les meilleures conditions de reprise en matière sanitaire. Voilà.
Donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il nous appartenait de faire des propositions concrètes pour favoriser. Après, libre à chacun de décider au niveau de chaque office, mais au moins permettre une réouverture possible et potentielle des offices. Donc, voilà, ce sont différentes propositions qui, notamment, seront représentées lors d'un comité interministériel qui aura lieu le 14 mai prochain. Premier objectif. Le deuxième, naturellement, tous vos témoignages de terrain, tous les échanges qu'on a avec les relais témoignent du fait qu'il y a effectivement des attentes fortes, c'est-à-dire avoir des propositions, des choses un petit peu concrètes qui puissent être faites. Alors naturellement, j'entends bien le message et je le comprends tout à fait, sur la nécessité de s'adapter. L'idée, ce n'est pas d'imposer d'en haut, au travers d'un guide, des directives et des choses toutes faites et des solutions pré-mâchées, mais plutôt d'offrir, notamment avec le guide, je ne vais pas le qualifier de boîte à outils, mais au moins des éléments de réflexion qui permettront à toutes les équipes, à tous les directeurs, de pouvoir effectivement s'adapter et puis faire face à des situations qui, comme le disait Jean-Luc, sont encore aujourd'hui et soulèvent pas mal d'incertitudes. Ça, c'était aussi un point important, apporter des choses pratiques et simples. Et puis, troisième point également important, et puis ma présence aujourd'hui en témoigne, c'est veiller à justement la cohérence entre les initiatives de ADN Tourisme, Fédération, et également toutes les initiatives de réseau qui peuvent émerger, dont vos ateliers, les supports de formation. Voilà. Alors, si on passe sur le deuxième. Voilà, donc plusieurs étapes. On a travaillé donc d'une part, depuis avril, à l'identification ou partage de bonnes pratiques, avec à l'idée aussi que le guide à terme ne serait pas réservé aux offices de tourisme, mais bien à l'ensemble des structures, vu que certaines fiches concerneront les salariés, quelles que soient les structures. Donc, on peut être effectivement office, mais également CDT, ADT, CRT, et dans le cadre effectivement de mesures rassurantes et protectives des salariés. Ça fait partie des recommandations et des bonnes pratiques du guide. Les visiteurs également, alors pas uniquement dans une approche statique d'accueil physique, mais essayer d'envisager tous les types d'accueil et puis surtout comment adapter l'offre et comment la renouveler. Donc, il y a également un aspect là-dessus. Et troisième volet de bonnes pratiques sur plus spécifiquement, là aussi, tout le renouvellement à faire en matière d'accompagnement des socioprofessionnels. Et alors, deuxième but, si je puis dire, deuxième étape, pouvoir communiquer sur tous ces engagements-là, donc effectivement vis-à-vis de l'État, c'était un premier point, on l'a évoqué, mais aussi vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des salariés, sur les engagements, là plus spécifiquement des offices de tourisme. Donc le guide, on y reviendra. L'idée a également, alors je sais qu'elle ne fait pas forcément l'unanimité dans le réseau, certains effectivement trouvent qu'une charte a une dimension un peu marketing, voilà. Alors effectivement, c'est peut-être pas la solution idéale, mais à ce jour, la fédération ne souhaite pas s'engager dans une démarche de labellisation ou certification. Donc voilà, par le biais d'une charte, l'idée effectivement est de valoriser pour les salariés, pour les visiteurs, un certain nombre d'engagements concrets. Voilà. Si on peut passer au suivant. Donc la façon dont nous avons travaillé, un groupe de travail, alors volontairement restreint, et j'en suis désolée parce que voilà, il y a certainement pas mal de structures qui auraient souhaité participer, mais nous avons convié donc une trentaine de participants répartis sur l'ensemble du territoire, répartis selon les structures, donc je disais toutes les strates. On a également associé Lucas Giraudot, donc qui est parmi nous, je crois, en fait partie, des auditeurs, Marque Qualité Tourisme, 3 qui avaient plus spécifiquement une orientation santé, sécurité au travail. Voilà, pour être efficace et que chacun puisse, dans un délai assez bref, donc 18 au 22 avril, via un sondage en ligne, puisse faire des propositions de bonnes pratiques concrètes qu'on pourrait ensuite exploiter, reprendre et puis valoriser. Donc, je disais, vous l'avez bien saisi, donc l'idée, c'est vraiment une synthèse des suggestions de bonnes pratiques identifiées au niveau du réseau. Naturellement, ces bonnes pratiques n'ont pas vocation à se substituer aux directives réglementaires. Nous restons aujourd'hui dans l'attente notamment d'une fiche technique à l'image des fiches qui peuvent déjà exister et qui ont été mises à disposition par le ministère du Travail ou de tout autre document vraiment à valeur réglementaire qui viendrait compléter, préciser certains points. Par exemple, dans le guide, vous ne trouverez pas d'exigences, vous ne trouverez pas de point qui vous dira il faut tant de personnes au mètre carré. Alors, c'est vrai qu'hier, on a eu quelques avancées avec le plan de déconfinement national pour les entreprises. Mais par exemple, c'est vrai que dans le guide, on n'aborde pas non plus le nombre de personnes dans le cadre d'une visite guidée, on n'aborde pas forcément des consignes sur combien de minutes par jour on doit ouvrir les pièces, par exemple. Mais voilà, c'est quand même des choses qui nécessiteront d'être complétées par rapport aux directives réglementaires, mais qui, voilà,
le guide demeure quand même pertinent, même si ces éléments-là n'y figurent pas. Et toujours avec l'idée d'adapter les solutions de chacun. Donc, je le disais, alors malheureusement, moi aussi, je vais faire un petit peu de teasing, j'en suis désolée, j'aurais aimé pouvoir vous présenter le guide. Il est aujourd'hui quasiment finalisé, mais il a été transmis la semaine dernière au ministère du Travail, qui doit l'amender également au niveau du service juridique de la fédération. L'objectif étant de pouvoir vous le diffuser mi-mai, j'espère, au plus tôt, pour vous aider lors des réouvertures éventuellement. Et naturellement, il appartiendra bien à chaque structure, mais en fonction de ses objectifs, des SADI, tout ce que vous serez amené à évoquer dans vos ateliers, qui a déjà été évoqué précédemment, sur les modalités de sa réouverture selon les objectifs de chacun. Et autre point important et qui me semble aussi complémentaire, c'est que ce guide sera complémentaire de tous les outils, alors, entre guillemets, outils opérationnels de terrain, c'est-à-dire tout ce qui pourra être fait pour former, sensibiliser les équipes, mais également tous les supports de communication, je ne sais pas moi, les affichettes, les petites vidéos, les protocoles, tous ces éléments complémentaires, sanitaires ou pas d'ailleurs, plus largement sur l'organisation des offices à terme, seront bien sûr complémentaires et à valoriser. Donc, je pense que c'est le tour. Donc, un petit peu, alors certes, je ne peux pas vous le présenter, mais je peux vous présenter quand même dans les grandes lignes le plan du guide. Il se comporte, donc il a 3 parties avec 10 fiches, et chaque fiche étant un peu présentant les recommandations sous forme d'objectifs, donc adaptés. Donc, pour les premières qui concernent toutes les structures, on a distingué donc plutôt des bonnes pratiques liées à la communication interne et à l'organisation, donc sur la nécessité de mettre en place des cellules d'écoute, ce genre de choses. Assurer l'hygiène et la sécurité, là effectivement il y a des aspects très, très techniques. Veiller au transport des salariés également, que ce soit pour venir sur les lieux de travail, mais également dans le cadre des déplacements professionnels. Une deuxième partie donc, qui porte plus spécifiquement sur les visiteurs accueillis par les équipes des offices de tourisme. Donc, il ne s'agit pas uniquement des visiteurs accueillis au sein des offices. Il n'y a pas qu'un côté accueil physique. Mais on a essayé d'imaginer, par rapport donc, au type de clientèle, qu'on soit donc visiteur individuel, qu'on soit groupe, éventuellement aussi pour pouvoir poursuivre les visites guidées, les espaces boutiques, comment finalement vont pouvoir s'adapter, comment vous allez pouvoir, vous, faire preuve de créativité, d'imagination pour adapter chacun vos structures. 2 fiches sont mentionnées en italique un peu pour mémoire. C'est un projet qu'on a désintégré rapidement, mais pour l'instant, nous sommes dans l'attente. C'est des fiches qui porteront plus spécifiquement sur l'organisation d'événements et d'animations, mais qui pour l'instant sont un petit peu en stand-by faute de directives de l'État sur ce sujet. Et une deuxième fiche également qui semblait importante à intégrer, qui portait plutôt sur l'accueil au sein de structures gérées par les offices. Donc, il peut s'agir de restaurants, de sites de visite, de musées, par exemple, pour lesquels, là également, on attend effectivement d'avoir des fiches plus pratiques pour ces filières qui permettront un petit peu d'enrichir et de vous donner plus d'infos. Ce qu'il faut aussi retenir, je pense, c'est qu'il y a, je pense, alors l'idée, ce n'est pas de faire du benchmark par rapport à d'autres guides ou d'autres protocoles qui ont pu être rédigés par ailleurs dans les autres filières, mais je pense que ce qui a animé la fédération avec ce groupe de travail et toutes les personnes qui ont pu participer, donc je sais que pour Nouvelle-Aquitaine, il y avait par exemple l'Office de Pau, il y avait Charente Tourisme, un certain nombre de personnes qui ont participé, c'était vraiment un effort de personnalisation et d'adaptation par rapport vraiment aux problématiques des offices, que ce soit la documentation, la boutique, d'essayer d'être le plus pratique possible. Dernier point aussi, effectivement, et non des moindres dans ce projet de guide, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement des socioprofessionnels. Donc, Jean-Luc le disait tout à l'heure, il y aura effectivement une vraie attention, il faudra mettre le paquet sur toute l'information en temps réel pour informer le public sur les socioprofessionnels, sur leurs offres. Donc, il y a effectivement une partie qui est consacrée à ce point-là, mais plus largement, adapter la promotion à l'échelle de la destination et puis également tout le soutien, l'accompagnement, l'information que vous pourrez faire vis-à-vis des socioprofessionnels. Voilà, et leur proposer, le cas échéant, des outils. Voilà, en quelques mots. Alors, deuxième point aussi, là encore, c'est un projet qui n'est pas finalisé. L'idée donc de mettre à disposition, donc je le disais, j'insiste là-dessus, ce n'est pas uniquement un outil marketing, même si effectivement ça vise à rassurer en termes de communication. C'est une charte nationale, à la fois pour les offices, mais pour les salariés, qui sera affichée dans chaque office et chaque BIT, donc ouvert, accueillant du public, à afficher. Donc les destinataires, les touristes, la clientèle de proximité, qui est effectivement une clientèle qui était parfois, chez certains du moins un peu méconnue, entre guillemets, et qui aujourd'hui effectivement fait l'objet de plus d'attention.
Donc, le groupe de travail, dans le cadre du sondage que j'évoquais, a également été amené à faire des propositions. Et là, c'est vrai qu'on a eu des propositions autant on était généralement assez cohérents sur les recommandations de bonnes pratiques. Là, on a eu des propositions de chartes assez différentes, c'était même plutôt intéressant. Certains qui étaient très axés cœur de métier sur le conseil, l'accompagnement, voilà, ce genre de choses. D'autres qui étaient vraiment stricto sensu, règles sanitaires, gel hydroalcoolique, masque, plexiglas. Et d'autres, au contraire, qui ont voulu plutôt valoriser l'adaptation des services et des offres lors de la réouverture. C'est pour ça qu'on était amené à faire une proposition qui est un peu mixte, un peu hybride. Donc Jean-Baptiste, si tu veux bien passer, ou Jean-Luc le suivant, merci. Donc une charte aujourd'hui qui n'est pas finalisée, donc je ne peux pas non plus vous la diffuser, mais voilà, on a été vigilant sur plusieurs points, c'est-à-dire pas avoir de discours anxiogène, c'est un élément important, pas perdre de vue que toutes les équipes des offices restent mobilisées dans des conditions très différentes, télétravail, chat, voilà, mais restent mobilisées, et surtout, ça reste des vacances, et donc avec un accueil à poursuivre et à promouvoir. Un risque aussi qu'on avait identifié et qui faisait l'objet de propositions qu'on n'a pas nécessairement retenues, c'était le risque pour valoriser des professionnels engagés dans des chartes qualité ou du moins qu'on aurait présentées comme telles. Ou du moins, dès lors qu'on n'a pas la garantie de la qualité sanitaire des professionnels dont on fait la promotion, même s'ils présentent des chartes, sans assurance sur ces chartes-là, veiller aux termes employés pour éviter tout risque sur ce point, et a fortiori dans une charte que nous aurions pu mettre en valeur. Il nous semblait délicat de valoriser la recommandation de professionnels engagés ou présentant des garanties en matière sanitaire. Aussi, l'idée qui a prévalu dans cette charte, c'était proposer des engagements que tous les offices pourraient tenir, vu qu'effectivement, on a quand même, avec près de 1200, 1300 adhérents, petits, les plus grands, donc pas rentrer dans des choses trop techniques comme la dématérialisation des tickets, je ne sais pas, que sais-je. Rester assez générique tout en étant pointu. Et donc, l'idée, c'est aussi de proposer plusieurs modèles de charte, une sorte de charte à tiroir, si je puis dire, avec des modules selon que l'office a une boutique, une activité de commercialisation et propose des visites guidées. Voilà. Donc, tout cela, ce sont des choses qu'on espère pouvoir vous présenter d'ici une dizaine de jours au plus tôt. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Céline, pour ces éléments et ce point d'avancée sur le projet. Donc, on entend bien que le projet des bonnes pratiques est en cours de validation. On attend donc d'ici une dizaine de jours, comme tu venais de l'évoquer, que derrière, il y a, comme dans tous les autres secteurs d'activité, des projets sur des fiches métiers, mais on attend les directives gouvernementales. C'était des questions qui étaient formulées aussi dans le module de conversation. Et le troisième élément, c'est donc cette proposition de charte avec un S en gros, parce que au regard de l'hétérogénéité de notre réseau, de pouvoir avoir des chartes qui s'adaptent en fonction des services qu'il y a dans les différentes structures. C'est ça? Ce sont ces trois éléments du coup? Tout à fait. Et bien voilà, et bien, je pense que tout le monde attend gentiment le petit URL qui ira bien pour aller voir ce guide de bonnes pratiques et qui va pouvoir en éclairer plus d'un. Je vous remercie beaucoup à tous les trois, Élise, Céline, Jean-Luc.